John Lipsky a été le directeur général intérimaire du Fonds monétaire international entre la démission de Dominique Strauss-Kahn et la nomination de Christine Lagarde. Dans cette conférence, John Lipsky a parlé des prévisions du Fonds monétaire international pour le monde, pour l'Europe et pour la France. Je perds la mémoire. Remarquez que certaines fois, ça peut nous arranger de perdre la mémoire. Donc, plus sérieusement, nous avons aujourd'hui l'honneur et le privilège d'accueillir un des plus importants économistes au monde dans la personne de M. John Lipsky. Je voudrais un tonnerre d'applaudissements pour la personne qu'il est. M. Lipsky donc, a été de 2006 à 2011 premier directeur général adjoint du Fonds monétaire international et en a été directeur général donc, en 2011. Il participe tout au long de l'année à des conférences à travers le monde. Il a accepté à ma demande d'intervenir à titre amical à Sauve, qui est à quelques kilomètres de sa résidence en Cévennes. Les États-Unis ont connu la croissance la plus forte parmi les économies avancées. Les autres économies avancées ont pris du retard. Christine Lagarde a fait la remarque que pour parler de la crise, il faut considérer 5 catégories d'économies différentes. Les perspectives de croissance sont différentes suivant celles-ci. La croissance de l'économie globale sera de 3,1% en 2013 et elle montera à 3,8% l'année prochaine. Là-dedans, les économies évoluées passent de 1,2% seulement cette année jusqu'à 2,1% l'an prochain. En général, la croissance sera plus forte l'an prochain, surtout aux États-Unis. Mais les économies émergentes vont grandir de 5% cette année, montant à 5,4% l'an prochain. Et la Chine, 7,8% cette année, descendant à 7,7% l'an prochain. Il faut maintenant regarder le contexte de cette performance. Pour les économies en développement, ces chiffres de croissance sont moindres que dans le passé et constituent une très mauvaise nouvelle. Et pour les économies avancées, la situation est vraiment frustrante, comme tout le monde le sait. Parmi ces économies, seulement les États-Unis ont réussi une sortie de crise relativement satisfaisante. Le chômage, bien qu'il soit resté élevé aux États-Unis, a fortement diminué, mais dans l'ensemble du monde développé, le nombre total d'emplois n'a pas encore rejoint le niveau qu'il avait avant la crise. Tout ceci est très peu satisfaisant. En fait, cette crise économique a été d'une grande gravité et très difficile à surmonter. Le groupe des 20, le G20, le groupe des 20 économies les plus importantes, avait été constitué pour répondre à la crise. Et jamais on n'a vu, mené par le G20, un stimulus économique d'une telle portée. Les revenus fiscaux ont fortement augmenté. Les charges des différents pays, des gouvernements, ont diminué. Les taux d'intérêt ont nettement baissé. Tout ceci a représenté un soutien de 1 000 milliards de dollars, ce qui est un niveau absolument sans précédent. Ce financement de 1 000 milliards de dollars a été garanti par le Fonds monétaire et par d'autres institutions.
Et il a réussi en ceci que la tendance à une dépression générale a été stoppée. Mais les difficultés ont été bien plus grandes que prévu. Voyons pourquoi cela a été si difficile. La crise a suivi une période de croissance absolument exceptionnelle qui résultait surtout de la croissance très rapide de pays très pauvres, à commencer par la Chine et l'Inde. Et des centaines de millions d'Indiens, Chinois et d'autres pays ont commencé à connaître la prospérité, et ceci résultant d'une connexion au marché global, au marché planétaire. Mais en rétrospective, cette croissance exceptionnelle a fait des dégâts considérables qu'on n'avait pas bien prévus. Cette forte croissance de la demande et de la consommation aux États-Unis et en Europe, qui avait résulté d'une extension trop laxiste du crédit, a constitué une croissance qui avait des fondations trop fragiles. Le G20 a donc réagi pour, si vous voulez, sauver les murs et les fondations de la maison et gagner du temps pour reconstruire la maison. Tout le monde, après coup, était d'accord sur les causes de la crise, mais personne n'en a vu l'ampleur et le coût pour en sortir. Le plus dur a été pour les pays en voie de développement. Il leur a été imposé des réformes structurelles et des réformes de productivité, leur permettant de développer l'économie interne et de trouver une croissance de la consommation domestique qui vienne remplacer leur éternelle dépendance des exportations. Ce besoin de reconstruction a aussi concerné les économies développées. Par exemple, au Japon, il fallait relever le défi d'une population en baisse, d'une déflation persistante, le tout en reconstituant et maintenant la compétitivité de leur secteur industriel, mais aussi le retard de leurs activités de distribution et services. Aux États-Unis, cela s'est traduit par une surchauffe du marché de l'immobilier qui était en même temps surendetté et qui a supposé, par conséquent, une restructuration financière, tandis qu'il fallait restaurer la compétitivité industrielle, notamment dans le secteur automobile. Et ceci a été fait en laissant jouer les forces du marché. Il en a résulté que 80% des dettes contractées par les entreprises auprès des marchés financiers ont été financées pour des dépenses d'investissement, aussi bien par vente d'actions, création d'actions nouvelles ou contraction de prêts à long terme. La conséquence a été pour les entreprises américaines un ajustement très pénible, se traduisant par des licenciements, des fermetures d'usines. Mais les résultats sont maintenant là. Les profits ont remonté et la situation liquide s'est améliorée. Cependant, les résultats sont insuffisants. Du côté de l'immobilier, cela a été encore plus difficile parce que le financement de l'immobilier était garanti par le gouvernement lui-même. Et revenir donc à une économie financière libre a demandé 6 ans d'ajustement. Et il n'est pas surprenant aujourd'hui de voir que, alors que enfin les prix des maisons remontent, les dépenses d'investissement dans l'immobilier remontent aussi.
Tout cela a coûté aux États-Unis une croissance du chômage et une baisse du pouvoir d'achat qui se sentent encore. Et si on est revenu à la croissance, elle reste insuffisante. The creation of the single currency was intended to bind the Eurozone economy together very En ce qui concerne l'Europe, rappelons que la création de l'euro, c'est-à-dire une monnaie commune à toute une zone, avait pour but d'aider à une convergence des économies de la zone euro qui se rapprocherait en termes de compétitivité. Cela n'a pas été le cas. Or, c'était la condition pour que l'euro devienne viable. Il fallait donc pour cela que les entreprises de la zone euro améliorent leur compétitivité à un niveau mondial et par conséquent corrigent leurs insuffisances. D'autre part, la zone euro était créée pour créer une harmonisation du marché et des règles financières à l'intérieur de la dite zone. Et cela aurait, on espérait, aboutir à une seule autorité financière couvrant l'ensemble des mécanismes financiers, assurance, crédit, etc. La Banque centrale européenne a joué un rôle crucial, mais qui a été limité par le fait que le financement de l'entreprise et du particulier en Europe est trop dépendant de crédits bancaires et pas assez dépendant de financement en fonds propres. En outre, on a fait face à un manque de volonté politique, tandis que la crise s'aggravait et que les différents gouvernements et la Commission mettaient du temps à se mettre d'accord sur une réaction. La réaction a donc été forcée par les événements et elle a été très pénible. Indépendamment de cela, même sous une pression de crise très forte, les différents gouvernements européens et la Commission mettent un temps considérable à fixer une politique, même avec la meilleure volonté. Mais en fin de compte, la logique de la crise a imposé les mesures. Il faudra encore du temps cependant avant que les syndicats européens réalisent pleinement et de façon responsable tout le chemin qu'il y a à faire avant de revenir à une compétitivité globale. Dans cette situation, un élément grave a été l'industrie financière européenne elle-même qui a commis des erreurs. Pour ne citer qu'un exemple, la moitié des crédits dits toxiques, c'est-à-dire douteux, qui étaient dans les mains de banques américaines, ont été rachetés imprudemment par des banques européennes. En fait, on peut dire que les banques européennes ont joué un rôle très responsable dans l'amplification de la crise financière et ont pris des risques dont un exemple typique est le sauvetage de la Grèce, qui a coûté beaucoup de plus cher et a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Dans tout ceci, le marché financier n'a pas joué son rôle simplement parce que le crédit en Europe bénéficiait de garanties souveraines de l'État. Et par conséquent, les imprudences bancaires ont continué trop longtemps, causant une récession trop durable et avec des impacts sur les économies en voie de développement. Et bien entendu, un accroissement du chômage. Cette crise a été de proportions inconnues jusqu'alors. Cependant, tout récemment, on constate que les dernières nouvelles de la zone euro commencent à s'améliorer
Et on peut commencer à parler d'un progrès et de dire que nous sommes dans la bonne direction. Mais ce progrès est encore très insuffisant. The latest Eurozone economic data indicates that there is a modest upturn underway across the zone. I interpret this to reflect a cyclical improvement that is taking place despite the very incomplete process of reform. L'optimisme doit encore être raisonnable, j'en ai peur. Quant au futur de l'euro, c'est une question de la plus haute importance et en même temps très complexe. On peut dire de toute façon qu'on n'a pas fini de devoir faire des réformes et des ajustements des politiques économiques et fiscales. Mais je peux dire ceci, de toute façon, une fin de l'euro, une sortie de l'euro, une explosion de l'euro est une solution absolument exclue qui serait pire que le présent. L'avenir va être de continuer cette convergence des politiques économiques, financières et fiscales et qu'il n'y a pas d'alternative. And eventual success would be hugely beneficial. Turning now to France. Parlons maintenant de l'économie française. La France fait face à des problèmes évidents, mais aussi elle a devant elle des espoirs sérieux. L'économie française a décru de 0,2% en 2013 et fera moins de 1% de croissance en 2014. La France bénéficie d'une remarquable infrastructure sociale et aussi d'une grande qualité des équipements. Des grandes entreprises françaises sont d'aujourd'hui globalement compétitives et présentes dans le monde entier. Le secteur bancaire est sérieux, compétent et expérimenté. Mais la France souffre de trop de rigidité. La création d'entreprises nouvelles est trop faible. C'est particulièrement vrai dans le marché des services. Le marché du travail est trop rigide et constitue un frein à la compétitivité, tout en maintenant des injustices sociales. En conséquence, la part de marché de la France dans le monde a diminué. L'embauche est beaucoup trop faible. Et ceci se traduit par un chômage grave pour les jeunes, ce qui en soi est très préoccupant pour le long terme. Les inégalités dans les conditions de travail et de sécurité du travail produisent en effet de graves injustices internes dans l'ensemble du marché du travail. Cependant, l'infrastructure sociale excellente a permis de maintenir le niveau du PIB, surtout grâce aux dépenses publiques. Des efforts ont été faits pour rétablir l'équilibre budgétaire. Il s'est traduit par des fortes augmentations dans le revenu fiscal. Depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu 3,7% du PIB qui a été possible par l'accroissement des revenus fiscaux, tandis que 0,3% seulement a résulté des réductions des dépenses publiques. Tout cela limite les dépenses de consommation et a fait que le gouvernement français est maintenant d'accord pour poursuivre les réformes du marché du travail, dans le sens de plus de mobilité. La décision du gouvernement de réduire les coûts d'embauche et de réduire indirectement les dépenses des charges sociales
va certainement se traduire par de nouvelles embauches. Mais aujourd'hui, les incertitudes sont encore grandes en ce qui concerne le succès de ces réformes. On peut noter aussi des efforts certains en ce qui concerne la simplification réglementaire qui touche le marché de l'offre, la réglementation sur les produits et conditions d'utilisation. Mais à date d'aujourd'hui, ces plans sont encore assez vagues. Évidemment, je suis embarrassé de raconter tout cela à vous-même qui vivez toutes ces réformes et en connaissez le mécanisme dans tous leurs détails. Mais si on regarde l'avenir dans sa portée la plus large, les Français peuvent continuer à bénéficier d'une protection sociale de très grande qualité et d'un accroissement de niveau de vie. Mais le prix à payer, c'est plus de compétitivité et d'efficacité. Sinon, les dettes publiques et les déficits continueront à s'aggraver. Et la sortie finale sera encore une augmentation d'impôts qui, cette fois, risquerait d'avoir des effets contraires. Enfin, quelques mots sur le département du Gard. Très franchement, je suis très optimiste devant les opportunités qui s'offrent à votre région. Vous allez me croire naïf, mais pour moi, le Gard me fait penser à une future Silicon Valley, la zone de grand développement et d'innovation en Californie. Ma femme et moi sommes sortis de l'université de Stanford, au milieu de la Californie, et nous savons de quoi nous parlons. Comme ici, un climat magnifique, des plages superbes, des paysages enviables et un coût de la vie qui est comparativement bas. Aussi, vous avez de très bonnes universités qui ont prouvé leur valeur à travers les nouveaux start-up dans le domaine médical, biologie, électronique et aussi agriculture. Par exemple, le vin de votre région gagne régulièrement en compétitivité puisque je peux aujourd'hui l'acheter. Je peux aujourd'hui acheter du Pic Saint-Loup dans mon supermarché de Brooklyn, New York State. Et en ce qui concerne le tourisme, une simple conduite en voiture à travers la région montre de façon évidente les avantages. Qui aurait pensé qu'une ville comme Corcón offrirait maintenant la même attraction qu'une ville comme Beaune? Et toute cette région devrait être bénéficiaire au plus haut niveau de toutes ces réformes dont nous avons parlé. Surtout, accroissement de la flexibilité du travail et favoriser la création d'entreprises. Mais il y a encore du chemin à faire d'ici que l'investissement dans l'entreprise de votre région attire l'offre financière et en particulier les interventions en capital, c'est-à-dire en fonds propres. Mais enfin, le climat et la température de Sauve aujourd'hui même ressemblent exactement au climat et la température de Palo Alto, et je ne vois réellement pas pourquoi on n'aurait pas les mêmes réalisations ici que chez nous. Merci. Bonsoir. Good evening. André Tessier-Lucro, président Comité Bastille. Je demande à Gareth Jenkins la permission de poser ma question à la fois en français et en anglais. I ask permission from Gareth to ask my question in both English and French. La raison étant que je suis à peu près bilingue. Je suis citoyen américain en même temps que français et je connais l'anglais de l'économie. The reason being that I'm about bilingual. I lived 26 years in the US and I speak economic English.
Alors voilà ma question. Elle est assez simple et il faut que je la maintienne simple parce qu'elle est très importante. Here is my question. It is quite simple and I will try and keep it simple because it's very important. Vous avez dit justement que l'Amérique est sortie de la crise plus rapidement et a retrouvé la croissance plus rapidement que l'Europe. You said very rightly that the US came out of the crisis faster and recovered with growth faster. Et vous expliquez ceci comme étant une évidence favorable parce que vous considérez que le retour de la croissance est a priori la qualité unique à rechercher. And you present this as a favorable element because you think that recovery of growth is the absolute goal that we should pursue. Je vais vous proposer la question suivante. La France bénéficie d'une espérance de vie de 81 ans. The French benefit of a life expectancy of 81 years. Les États-Unis d'une espérance de vie de seulement 78 ans. The US have a life expectancy of only 78 years, roughly 3 years less than the French. Je vous propose que le prix que l'Amérique paye pour maintenir la croissance, pour réaliser cette flexibilité dont vous parlez, c'est des millions et des millions d'Américains qui meurent, en gros, 3 ans plus tôt que les Français. I put it to you that the cost that the United States pay for that higher flexibility, more brutal change of the financial markets is the millions of Americans who die 3 years earlier than the French. John Lipsky me demande, s'il meurt plus jeune, est-ce qu'il ne meurt pas plus heureux? And I will answer to you that happiness is not an economic parameter. It is not something that you can quantify. And I'll give you an example. Je lui réponds que le bonheur n'est pas une mesure pas quelque chose qu'on peut mesurer en termes économiques. Et je vais lui en donner un exemple. Take 2 countries which are neighbors in Europe, France and Belgium. Prenez la France et la Belgique qui sont des voisins en Europe. They had very parallel history and they have very similar economies. Ils ont eu des histoires très parallèles et ils ont des économies très similaires. Quand on demande à des Français et à des Belges, êtes-vous heureux? Les Français disent non. Et les Belges disent, ah oui, ça va pas si mal, sais-tu? Autrement dit, in other words, the perception of happiness is totally different in a country like France or Italy than in a country like Belgium or Holland. You see? And therefore, I put it to you because you are an economist, et par conséquent, je vous dis, parce que vous êtes un économiste, vous ne devez pas considérer que le bonheur puisse se mesurer. You cannot consider that happiness could be measurable. Well, good. This is going to get philosophical. Precisely. Yes. Ça devient philosophique. But certainly, the concept of happiness does underlie economic analysis. It's not foreign. It doesn't make it simple, but obviously the goal of economic progress is, in fact, happiness, however measured. Alors, je vais traduire la question, mais ensuite, je vais demander à Gareth de vous passer la parole parce que je voudrais transmettre le message de John comme une question à vous tous. John dit, le bonheur et la prospérité économique ont tout de même une certaine tendance à progresser ensemble. Et on peut tout de même, pour nous économistes, supposer qu'une croissance de l'économie va se traduire en gros par plus de possibilités de bonheur pour la population. Et par conséquent, je demande s'il y a quelqu'un dans la salle qui a une réponse, soit pour soutenir John, soit pour présenter une objection. D'accord? So he's now asking if there's anyone in the hall who will support either you or him.
Well, who knows? But we shouldn't go too far with this. No. But it's not it's a serious point. Very. It is not a proposition of the economics profession that wealth equals happiness. In fact, what we purport to measure by measuring the economy is to measure utility, which is a form of satisfaction or happiness. Of course, it's a concept that will remain elusive, but I think it is a mistake to assume that economists or economic analysis suggests that material wealth is the absolute goal. Alors, il me dit que sans considérer de passer à un débat philosophique, on peut tout de même considérer que l'utilité d'un développement économique, un développement qui devient plus utile au lieu de moins utile, doit normalement entraîner plus de satisfaction de la part de la population. On n'est pas obligé d'appeler cette satisfaction bonheur. Alors, j'ajoute ici que John Lipsky est évidemment, comme tout économiste anglo-saxon, un étudiant de John Stuart Mills, philosophe anglais, qui avait inventé l'utilitarianisme en philosophie, et considérant que la grande vertu, plutôt que de s'interroger sur des buts éthiques fondamentaux, la grande vertu d'une société est de progresser vers l'utilité. C'est un point sur lequel les Anglais sont plus souvent d'accord que les Français. Je ne fais que la remarque. Merci, André. Very good. Non, c'était... Merci, André. Let me add 2 points. Alors, John va ajouter 2 choses. One, my Lipsky ancestors would be very shocked to hear me called Anglo-Saxon. Les ancêtres de John Lipsky seraient très étonnés, choqués qu'André l'appelle anglo-saxon. And let me also be clear that in my presentation, I certainly was not trying to suggest all was well in the United States and all was problematic in France. Far from it. Dans la présentation, je ne voulais point suggérer que tout était merveilleux aux États-Unis et le contraire à l'Europe. At the same time, I think it is clear that most French people think that the French economy could work better and better serve the French people. Mais c'est un fait que la plupart des Français y pensent, sont de l'avis que l'économie pourrait marcher mieux. Bonjour, Nicolas Rességuier, je suis directeur de la Banque de France pour le Gard. Merci beaucoup pour cette conférence passionnante et aussi pour la question que j'ai bien aimée, parce qu'en effet c'est un débat intéressant et je crois que les économistes n'ont pas toutes les clés, et moi qui travaille dans une structure économique, je le dis d'autant plus librement. Et c'est vrai que cette idée de bonheur et de prospérité matérielle, bon, ça mérite en effet un débat. Et d'ailleurs, il y a d'autres indicateurs. On le sait que le produit intérieur brut pour mesurer le bonheur, notamment les indicateurs de développement humain, par exemple, qui intègrent en particulier l'espérance de vie. D'ailleurs, donc je trouve que la remarque de monsieur est tout à fait pertinente. C'est vrai que tout n'est pas, la croissance n'égale pas le bonheur. Donc c'est un débat intéressant. Alors, je voulais néanmoins intervenir. Non, pas de problème. Je voulais faire un commentaire sur la zone euro, nuancer peut-être un peu votre point de vue, et puis vous poser une question sur l'économie américaine. Sur la zone euro, donc, je pense que vous avez souligné à juste titre que la zone euro manque encore d'intégration politique, on pourrait dire, et qu'il y a tout cet aspect justement décisionnel. Vous avez souligné par exemple la lenteur des décisions, et vous avez bien raison. Et donc à côté de la monnaie européenne, qui est un grand acquis, on n'a pas assez vite avancé sur le pendant, je dirais, politique. Alors c'est vrai, et je suis tout à fait d'accord avec vous, néanmoins la crise, et c'est aussi la vertu de la crise, parfois accélère un peu les mutations.
Et de ce point de vue-là, il y a quand même quelques avancées, insuffisantes certes, mais quelques avancées qui sont intervenues depuis 2-3 ans. Je citerai par exemple le fait qu'on ait mis en place enfin, ce qu'on aurait dû faire plus tôt, c'est vrai, des systèmes de contrôle des déficits budgétaires, donc une discipline plus rigoureuse qui devrait éviter les errements du passé, en tout cas les réduire. Autre exemple, le fonds européen, le FESF, le fonds européen qui permet d'emprunter pas cher grâce à la force de l'Europe et de l'euro et de reprêter aux autres pays qui, s'ils empruntaient tout seuls, je pense à la Grèce ou à l'Espagne, etc., l'Italie, emprunteraient très cher, donc une sorte de mutualisation de la dette publique qui là encore n'en est qu'à ses balbutiements, donc il y a des débats, hein, est-ce qu'il faut aller plus loin? Moi, en tant que citoyen, moi, je le pense. Et puis une troisième illustration de ces progrès, encore insuffisants, qui sont en cours, c'est la supervision bancaire européenne qu'on est en train de mettre en place, hein, et dans les mois qui viennent, normalement, ça devrait fonctionner, donc on va contrôler les banques au niveau européen, ce qui est une exigence, car évidemment, ça fait bien longtemps que les frontières nationales en Europe n'ont plus beaucoup de sens pour le système bancaire. Donc pour être efficace, le contrôle doit être au moins européen. Et d'ailleurs, vous l'avez peut-être vu dans la presse, le patron probable de cette grande structure de contrôle bancaire européenne sera une Française, une femme qui à l'heure actuelle dirige le contrôle bancaire français, ce qui est à la fois évidemment un satisfecit pour les femmes qui sont toujours pas assez nombreuses dans ces assemblées, mais aussi pour le contrôle bancaire français. Voilà, donc on avance un peu, pas assez vite, mais on avance un peu. Et puis la question que je voulais vous poser, c'est sur l'économie américaine et l'ajustement budgétaire. On sait bien qu'une des difficultés, un des défis des économies occidentales, toutes les économies occidentales, c'est l'importance de la dette publique. Et cet assainissement budgétaire, évidemment, est compliqué, il est trop rapide, pas assez rapide, donc il freine la croissance. Et aux États-Unis, on a du mal, en tout cas moi j'ai du mal à voir s'il y a vraiment assainissement budgétaire, comment ça se passe. On a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, et qu'en tout cas ça gêne moins la croissance qu'en Europe. Alors, est-ce que ça veut dire que les Américains peuvent se permettre en permanence d'avoir un déficit budgétaire et une dette publique qui augmente éternellement, ce qui pose quand même un certain nombre de problèmes? Comment vous voyez donc cet assainissement budgétaire aux États-Unis et ses conséquences? Merci. L'accroissement des dépenses dans le budget US ont été causés par des stabilisateurs automatiques dans le système financier et n'ont pas été dus par des décisions gouvernementales de stimuler l'économie. Il en a résulté une discussion politique qui essayait de faire croire que l'accroissement des déficits était la faute des gouvernements et notamment du gouvernement actuel. En fait, les vraies décisions qui ont été prises un peu plus tard ont été de ramener l'année prochaine la pression fiscale américaine au niveau où elle était du temps de George Bush et à la maintenir là, et aussi de réduire les dépenses militaires sur un programme de 10 ans. Et ceci accélérera la croissance américaine, mais en même temps ramènera la dette des États-Unis plus basse de 4%, c'est-à-dire au niveau en pourcentage de la dette française, et ensuite éventuellement faire mieux. C'est le déficit américain, non pas la dette, qui sera ramené au niveau français. À peu près comme la France. Mais sans aucun doute, si on considère le vieillissement de la population dans les deux pays vont faire face à des défis extrêmement lourds en raison du vieillissement de leur population et de l'accroissement des dépenses de santé. Et ceci constitue un défi commun. Bonjour, Guillaume Mollin, je suis journaliste. J'avais pas de réflexion, mais 3 questions. La première, je voulais savoir s'il y avait un vrai risque d'explosion de la zone euro. Quoi ? Un vrai risque d'explosion ou d'implosion de la zone euro. La deuxième, je voulais savoir si une politique qui favorisait
l'augmentation des impôts au détriment de la réduction du train de vie de l'État était favorable au retour d'une croissance rapide et durable. Est-ce qu'une politique qui privilégie l'augmentation des impôts plutôt instead of cutting costs permet le retour d'une croissance durable et rapide? Et enfin, la troisième, plus politique, je voulais savoir s'il y avait une différence, vous avez travaillé avec les deux, je voulais savoir s'il y avait une différence dans l'approche de l'économie mondiale entre Dominique Strauss-Kahn et Christine Lagarde. Tout d'abord, Christine Lagarde est hautement respectée chez nous et dans le monde, et sa visibilité dans les différents sommets le montre bien. Pour le risque d'explosion de la zone euro, je voudrais être très clair. Je pense que maintenant, les gouvernements de la zone prennent les bonnes mesures pour garantir la continuation et une amélioration générale. Et en tout cas, les marchés financiers comptent que l'eurozone est là pour durer. En particulier, les marchés financiers expriment qu'ils comptent que les investisseurs internationaux verront la zone euro de façon plus favorable. Maintenant, en ce qui concerne l'équilibre entre les revenus fiscaux et les dépenses publiques, jusqu'à présent, la politique du gouvernement français a été de sortir du déficit par une augmentation des impôts. Il est clair qu'à partir de maintenant, la politique va être de réduire les dépenses publiques, ce que nous considérons comme favorable. Si cela vous intéresse, je vous recommande de voir le rapport du FMI qui vient de sortir sur la France. Et vous y verrez que l'analyse est globalement beaucoup plus positive.